D'accord, donc on va regarder ici un certain nombre d'exemples. Ok, donc vous avez trois ensembles, donc E, A et B. Donc A et B, ce sont deux sous-ensembles de E. Et puis voilà, par exemple, on cherche à évaluer l'intersection de A et B. Alors, donc pour évaluer donc l'intersection, alors d'habitude on commence par c'est-à-dire l'ensemble qui contient moins d'éléments. Donc ici il s'agit de l'ensemble B. Puis par exemple on va prendre un moins 4. Donc on va vérifier que moins 4, est-ce qu'il est dans A ou B? Donc ce qui est le cas, parce que normalement le A inter B, donc c'est les éléments qui sont à la fois dans A et B. Donc par exemple, donc moins 4, donc il est dans B et aussi dans A. Donc on va le prendre. Alors 1, il est dans B et dans A aussi, donc on le prend. 2, pareil, donc il est à la fois dans B et dans A. Et puis 5, il est dans B mais il n'est pas dans A, donc on ne va pas le prendre. Pareil pour le 7. Donc a priori, donc l'intersection de A inter B, il est donné par cet ensemble-là. Alors on va voir maintenant la réunion. Alors pour la réunion, donc ce qu'on peut faire, donc, on va voilà, mettre d'abord les éléments de A. Donc, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble qui contient beaucoup plus d'éléments. Donc, il s'agit de A. Donc, on va mettre moins 6, moins 4, et puis moins 2, et puis donc 1, 2 et 3. Voilà. Et après, donc, on va ajouter donc, les ensembles, bien sûr, qui sont dans B, qui ne sont pas dans A. Alors, plutôt les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Alors, pour les éléments qui sont dans B et qui sont dans A, donc ils sont déjà ici quelque part. Donc il faut regarder les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Alors, moins 4, il est dans A, on ne va pas le prendre. 1, il est dans A. 2, il est dans A. Et puis donc, vous avez 5, donc il est dans B mais il n'est pas dans A, donc on va l'ajouter. Puis vous avez 7 aussi, donc il est dans B et il n'est pas dans A, on va le prendre. Ok, donc ça c'est pour l'union de A et B. Maintenant, on va regarder donc le complémentaire de B dans A. Ça veut dire les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Donc, on note A moins B. Donc, ça c'est facile à établir. Alors, bon, on va commencer à voir élément par élément. Donc, moins 6, il est dans A, il n'est pas dans B. Donc, on le prend. Moins 4, il est dans A. Il est dans B, on ne le prend pas. Moins 2, donc il est dans A et il n'est pas dans B, donc on le prend. Et puis donc 1, il est dans A, il est dans B, donc on ne va pas le prendre. 2, c'est pareil, on ne va pas le prendre. Il est à la fois dans A, il est dans B. Puis vous avez 3, donc il est dans A, mais il n'est pas dans B. Donc on va le prendre aussi. D'accord? Ça, c'est un petit exercice. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Donc, on vous demande d'évaluer le complémentaire de A dans E. Donc, c'est un petit exercice facile à faire. D'accord. Donc, on va maintenant passer au deuxième chapitre. Alors, ce chapitre, donc, ça traite d'une fonction à une seule variable. Donc, c'est un chapitre qui est relativement long. Et donc, on va commencer, comme d'habitude, par donner un aperçu sur le plan de ce chapitre-là. Alors, donc d'abord, on verra la notion d'une application, et puis donc comment établir le composé de deux applications. On verra les notions relatives aux applications injectives, surjectives et bijectives. Et donc, on finira par une application réciproque. Alors, pourquoi cette partie-là, traitant d'une application? Parce qu'en fait, une application, ça représente un concept qui est beaucoup plus général. Et donc, une fonction, ça représente un cas particulier d'une application. Et donc,
c'est la deuxième partie donc, de ce chapitre. Voilà. Vous voyez donc, en ce qui concerne les fonctions, donc on verra des choses que vous avez vues déjà au terminal. Donc il y a la notion de parité, la notion de symétrie, donc il y a également donc, les notions de monotonie et périodicité. Et donc à la fin, on verra donc les fonctions convexes et concaves. D'accord, donc alors, pour que l'on puisse parler donc d'une application, donc on a besoin donc d'un ensemble de départ, donc que l'on va noter E, et d'un ensemble d'arrivée F, d'accord, grand F. Et puis donc une application que l'on note petit f, donc c'est une correspondance donc, entre l'ensemble de départ E et l'ensemble d'arrivée F. D'accord? Mais il faut que cette correspondance-là soit définie de telle façon. Si on prend donc un élément dans l'ensemble de départ, ok, alors l'application, donc ça fait associer, donc vous avez deux situations. Donc soit cet élément-là, donc il n'a pas de correspondant, donc c'est une chose qui est permise dans une application, ou bien donc c'est-à-dire l'élément, donc il a un seul correspondant. Autrement dit, donc si on prend un élément dans l'ensemble de départ, donc il a au plus un correspondant. Donc au plus, donc ça veut dire ça se peut qu'il n'ait pas de correspondant, ou bien donc il a un correspondant qui est unique. D'accord? Donc on rappelle un petit peu donc quelques donc terminologies donc liées donc à une application. Donc vous avez en particulier donc la notion d'image. Et donc si vous avez par exemple deux éléments x et e, donc ils sont liés par la relation f de x égale à y, alors y donc ça s'appelle l'image de x. Ok, et x donc ça représente donc ce qu'on appelle l'antécédent de y. D'accord, donc on va donner des illustrations donc, qui permettent bien de saisir donc, la notion d'une application. Donc vous avez ici, donc, dans ce diagramme, donc, deux représentations, ou plutôt deux correspondances, petit f et petit g. Bon, pour la première correspondance petit f, donc on peut donc remarquer que dans l'ensemble de départ E, donc vous avez 4 éléments, d'accord? Et puis donc pour les premiers 3 éléments, donc chaque élément donc il a un seul correspondant, d'accord? Et pour le dernier élément, il n'a pas de correspondant. Ça c'est pas un problème quand il s'agit d'une application. Et donc a priori donc c'est-à-dire la correspondance petit f, donc ça représente une application, parce que chaque élément dans l'ensemble de départ a au plus un correspondant dans l'ensemble d'arrivée. Alors, regardons pour l'exemple qui est à droite. Alors, pour l'exemple qui est à droite, donc ce que vous avez, c'est que dans l'ensemble de départ E, donc le premier élément, il a 2 correspondants. Et pour les 3 éléments qui restent, donc ils n'ont pas de correspondant. Donc, on rappelle que donc, il est permis dans une application d'avoir des éléments dans l'ensemble de départ qui n'ont pas un correspondant. Mais par contre, pour le premier élément, il a 2 correspondants. D'accord? Et donc là, donc, G, donc, ça ne représente pas une application. Donc j'espère que vous avez bien saisi à travers cet exemple donc, la notion d'une application. Ok, donc, alors, vous avez un certain nombre d'exemples ici. Donc l'ensemble de départ E, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc F, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et donc F, c'est la correspondance, petit f, donc c'est la correspondance qui a un réel x, donc fait associer sa partie entière petit x. D'accord? Alors normalement, chaque réel est x, donc si j'ai un réel x, donc, on peut parler de sa partie entière. Et donc, et la partie entière d'un réel, donc il est unique. Et a priori, donc, la correspondance f que vous avez là, donc ça représente une application. Alors, donc je rappelle un petit peu. Donc, alors voyons, quand il s'agit
de la partie entière. Alors j'ai un x dans R. D'accord? Et donc la partie entière de x, donc il est noté de telle sorte. Alors, la partie entière de x, donc ça c'est un entier relatif qui appartient à z, donc qui permet d'encadrer x comme suit. Autrement dit, en se donnant un réel x quelconque, donc on peut l'encadrer, comme vous voyez là, okay, entre deux entiers successifs, sachant que donc l'inégalité inférieure ou égale que vous avez ici, c'est une inégalité qui est stricte. Donc par exemple, si on prend x égale à 1,5, donc la partie entière de x, a priori c'est 1. Et donc vous voyez le x, donc on pourrait l'encadrer entre 1 et 2. Et donc 1,25, donc c'est inférieur strictement à 2. Alors si on prend par exemple x égale à moins 2,75, donc là il faut faire gaffe. Donc il faut encadrer le moins 2,75 que vous avez là entre deux entiers relatifs successifs. Normalement le 2,75, donc on pourrait l'encadrer entre moins 3 et moins 2. Et a priori, donc le moins 3 que vous avez là, ça représente la partie entière de x. Donc là, c'est la partie entière de x, donc c'est moins 3. Et donc là, vous voyez, quand il s'agit si vous avez un réel donc, qui est négatif, il faut faire gaffe par rapport à la partie entière. Donc, partie entière de moins 2,75, donc c'est moins 3 et pas moins 2. D'accord? Donc il faut trancher un moins 1. Bon, vous avez une petite remarque ici, c'est que si vous prenez par exemple donc n'importe quel réel, alors si on prend n'importe quel réel x, donc compris entre 0 et 1, donc x supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1, c'est-à-dire dans l'intervalle que vous avez là. Alors ce qui se passe, c'est que tous ces réels-là, donc ils ont comme partie entière 0. D'accord? Donc, vous avez tous les réels qui sont compris, ou bien qui appartiennent à l'intervalle 0,1. D'accord? Avec le 1 n'est pas inclus, donc ils ont comme partie réelle, ou comme partie entière, donc 0. Alors, l'autre exemple, c'est l'exemple de la fonction valeur absolue de x. Alors, donc, si vous vous rappelez bien, donc, pour évaluer donc, la dérivée de cette fonction-là, donc, on parle de ce qu'on appelle donc, la dérivée à gauche et la dérivée à droite. Et donc, a priori, donc si j'ai f de x égale à valeur absolue de x, alors pour la dérivée à droite, donc, il faut calculer donc, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. D'accord? Et ça, a priori, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de valeur absolue de x sur x, sachant que f de 0, c'est 0. Et donc là, le x, ça tend vers 0 plus, donc a priori, donc, il est positif, et valeur absolue de x égale à x, et donc là, on va avoir 1. D'accord? Alors, pour donc, la dérivée à gauche, vous voyez, donc c'est la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc c'est pareil qu'ici, que là. Donc c'est égal, limite quand x, mais x tend vers 0 moins de valeur absolue de x sur x. Alors, donc je rappelle là, donc valeur absolue de x, c'est x. Donc vous voyez, le x, il est strictement positif. Là, donc, valeur absolue de x, c'est moins x. Et donc, on va avoir moins limite de x sur x, donc est égal à moins 1. Donc, sachant que là, donc, valeur absolue de x est égale moins x, car x, il est inférieur strictement à 0. D'accord? Et vous voyez, donc, c'est comme si, donc, c'est-à-dire, la dérivée en 0, ou bien l'image de 0, donc, par la dérivée de f,
Donc c'est les deux éléments que vous avez là. Donc c'est 1 et moins 1. Et donc, autrement dit, donc 0, il a deux correspondants. Donc ils sont 1 et moins 1. Et donc là, donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'une application. Ok, donc on va regarder autre chose. Voilà, maintenant on s'intéresse au composé de deux applications. Voilà, donc on se donne une application F qui va de E vers un ensemble F1, ok, une application G qui va d'un ensemble F2 dans grand G. Mais on aura besoin de l'hypothèse, ou bien de la condition F1 inclus dans F2, vous allez voir pourquoi. Alors, je vais effacer ça. Donc là, on s'intéresse à définir le composé gérant F. Donc on aura besoin d'évaluer G de f de x. Alors pour x donné dans l'ensemble de départ de petit f, c'est-à-dire dans E, f de x, elle est, donc pour x appartenant à E, donc f de x, il appartient à f1. Mais j'ai besoin j'ai besoin d'évaluer G de f de x. Alors, pour que l'on puisse évaluer G de f de x, donc j'aurai besoin que f de x soit aussi dans f2. Alors, une condition pour assurer f de x dans l'ensemble f2, c'est bien la condition d'inclusion suivante. Donc, f1 inclus dans f2. Alors, si j'ai cette condition-là, donc on pourrait définir le composé gérant f. Donc, par l'application que vous avez là, donc qui est x, donc ça fait associer G de f de x. Et donc là, donc on retrouve la notation gérant f que vous connaissez déjà. D'accord, on va regarder un exemple. Alors, on se donne donc deux applications petit f et g. D'accord. Alors le but donc c'est d'évaluer gérant f. Bien entendu, c'est possible. Alors, pour voir est-ce que c'est possible ou pas, donc on va procéder intuitivement. Donc, vous voyez ici, donc on aura besoin d'évaluer G de f de x. Et donc, la question se pose, si je prends x dans l'ensemble de départ de petit f, est-ce que f de x, il est dans l'ensemble de départ de G? Alors, si on prend x ici, dans R, donc x carré, a priori, donc, il est dans R+. Donc, s'il est dans R+, donc, bien sûr, il est dans R. Et donc, on pourrait donner un sens à G f de x. Et donc, G de f de x, donc, il suffit de remplacer f de x donc, par x carré ici, et puis donc d'évaluer donc, G de x carré en utilisant la définition de G. Donc là, il n'y a pas de souci pour évaluer gérant f. Alors, on va regarder un autre cas, donc, qui est un petit peu différent. Donc, c'est le deuxième exemple que vous avez là. Alors, petit f, donc c'est la même application que tout à l'heure, mais par contre, donc l'application G, donc ça va de R- à valeur dans R+. Ok, et donc qui est x, donc ça fait associer racine de moins x. Bon, en jetant un coup d'œil ici, donc on a besoin de donner un sens à racine de moins x. Alors, pour que l'on puisse donner un sens à racine de moins x, donc on a besoin que moins x soit positif. Autrement dit, donc x soit négatif. Alors, est-ce que c'est le cas? Donc, effectivement, c'est le cas parce que l'ensemble de départ de petit g, donc c'est l'application g, donc c'est R-. Donc, si on prend x dans R-, donc x il est négatif, donc moins x il est positif, et donc on peut donner un sens à racine de moins x. Maintenant, regardons ce qui se passe si on tente donc d'évaluer g de f de x. On va, comme tout à l'heure, donc procéder intuitivement. Donc G de f de x, donc ce serait quoi? Donc on va remplacer f de x par sa valeur, donc ça va nous donner G de x carré. Alors en utilisant la définition de G, donc du deuxième exemple, on va se retrouver avec c'est-à-dire racine de moins x carré. Alors le problème ici, c'est que on ne peut pas toujours donner un sens à cette racine-là, parce que
par exemple, donc, c'est-à-dire pour x différent de 0, qu'est-ce qui se passe? C'est que le moins x carré ici, donc il est toujours inférieur strictement à 0. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire c'est tout dans R. Si on est dans R, donc on ne peut pas donner un sens à racine de moins x carré. D'accord? Et ce qui fait que donc, on ne peut pas définir dans ce cas-là gérant f. Mais si on regarde donc, la condition de tout à l'heure, on pourrait la vérifier ici. Donc celle-là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit cette condition? L'ensemble d'arrivée de petit f dans le deuxième exemple. Alors l'ensemble d'arrivée de petit f, donc c'est R+. L'ensemble de départ de G, c'est R-. Le problème, c'est que R+ n'est pas inclus dans R-. Et donc c'est ça qui fait que donc, on ne pourrait pas donner un sens à gérant f. Très bien. Vous avez quelques remarques ici. Donc en général, c'est-à-dire la composition, ou bien l'opérateur de composition de deux fonctions, ça ne commute pas. Donc il faut faire attention. Donc on ne peut pas avoir dans le cas général pour deux applications données, donc gérant f égale à f rang G. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Mais par contre, donc, on a cette propriété d'associativité. D'accord? Donc qui veut dire que donc, c'est-à-dire, si je fais le composé de l'application obtenue, du composé de f et g, et puis donc faire le composé avec h, donc c'est pareil de faire ceci. C'est-à-dire de faire le composé de f et du résultat du composé de g et h. Ici, l'ordre, c'est important. Ça change parce qu'il est important parce que on n'a pas de propriété de commutativité donc de l'opérateur composé. Donc ça, c'est là, donc, ce que vous pouvez remarquer, donc c'est juste un jeu de parenthèses qui change. Mais par contre, l'ordre des fonctions f, g, h, il ne faut pas le changer parce qu'on n'a pas de commutativité. Donc c'est important de remarquer ce genre de choses. Alors, on va passer tout de suite donc, à la notion, aux notions donc, d'application injectif, surjectif et puis bijectif. Alors, une application donc, injective, donc, on pourrait la définir de telle sorte. D'accord? Donc si on se donne deux éléments x1 et x2 dans l'ensemble E qui admettent des images f de x1 et f de x2 et telles que f de x1 égale à f de x2, alors donc on va avoir x1 égale à x2. Mais je vais vous interpréter donc cette définition juste après. Alors, donc vous rappelez un petit peu de quelques notions de logique. Vous avez la propriété suivante. Donc, si vous avez une proposition P qui implique Q, donc c'est la même chose que la négation de Q implique négation de P. Alors, si on applique ce résultat-là, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x1 différent de x2 implique f de x1 différent de f de x2. Alors ça, c'est pour une application injective. Alors, pour une application surjective, donc on pourrait la définir donc, de telle sorte. Donc l'image donc, par l'application f de l'ensemble E, donc c'est exactement l'ensemble d'arrivée f. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on prend un élément, quel que soit un élément y dans f, d'accord, donc il existe x dans E tel que f de x égale à y. Donc ça c'est pour surjectif. Donc pour une application surjective. D'accord? Et puis vous avez donc la notion d'application bijective. Donc c'est une application qui est à la fois surjective et injective. Et on pourrait donc
c'est-à-dire traduire ceci de façon équivalente en disant que l'on a ceci. C'est-à-dire, donc pour bijectif, donc qu'x soit y, on a qu'x soit y dans f, donc il existe, mais cette fois-ci donc un x unique. Alors le point d'exclamation que vous avez là, donc c'est pour indiquer que x qui est ici il est unique, tel que f de x égale à y. Autrement dit, donc si vous faites la résolution pour y donné dans f de l'équation f de x égale à y, cette équation-là admet une solution unique pour y donné quelconque dans f. Ok, donc vous pouvez faire la distinction. Donc, quand il s'agit d'une application surjective, donc on n'insiste pas à ce que le x que vous avez ici soit unique. Mais par contre là, donc il faut que la solution de cette équation-là, pour y donné dans f, soit unique. D'accord? Bon, on va regarder ces différentes notions à travers des illustrations. Ici. Bon, on prend le premier exemple. Donc, on va regarder pour les trois applications que vous avez là, est-ce qu'ils sont injectifs ou pas. Alors, pour la première, donc, on peut remarquer, donc, si je prends deux éléments quelconques, donc qui ont des images, donc je parle de deux éléments qui sont différents, qui ont des images, donc vous voyez que leur image, ils sont différentes, d'accord. Et a priori, donc pour l'application petit f, donc il est injectif. Alors on va regarder petit f par exemple, est-ce qu'il est surjectif ou pas. Donc il faut vérifier que pour y, c'est-à-dire chaque élément dans l'ensemble d'arrivée admet un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc vous pouvez remarquer que l'élément que vous avez là, le troisième élément dans grand F n'a pas d'antécédent. Et par la suite, donc, l'application F que vous avez là, elle n'est pas surjective. Et donc ce qu'on peut conclure, c'est que cette application, donc, il est seulement injectif. OK ? Alors pour le deuxième exemple, bon, on va voir est-ce que G il est injectif. Alors on peut remarquer là que pour le troisième et quatrième élément, ils sont différents, mais ils ont la même image. D'accord? Et donc là, donc il ne s'agit pas d'une application injective, parce que la propriété que vous avez ici n'est pas satisfaite. D'accord? Alors, est-ce qu'il est surjectif? La réponse c'est oui, parce que chaque élément dans l'ensemble F, vous voyez ici, chaque élément ici, donc il admet un antécédent. D'accord? Donc il admet un antécédent, donc il s'agit bien d'une application qui est surjective. Vous voyez, donc pour le deuxième exemple, G il est surjectif, mais il n'est pas injectif. Alors, le troisième exemple, donc c'est l'exemple donc, de l'application H, donc qui va de E à valeur dans F. Est-ce qu'il est injectif? Alors, on jette un coup d'œil, on voit que si on prend deux éléments qui sont différents dans E, leur image par l'application H sont différentes. Et donc là, il s'agit d'une application injective. Maintenant, donc, si je prends un élément dans F, donc chaque élément dans F, il a un antécédent. D'accord? Et par la suite, H, il est aussi surjectif. Et donc, H injectif et surjectif, donc il est bijectif. Donc on pourrait également penser à vérifier cette propriété pour l'application H, c'est-à-dire d'application bijective, où on voit que si on prend un élément quelconque dans l'ensemble F, donc il a un seul antécédent. Vous voyez, donc cet élément-là, il a un seul antécédent qui est celui-là. Le deuxième élément, pareil. Donc il a un seul antécédent, pareil pour le troisième élément et quatrième élément. Et donc je crois que l'on va arrêter ici et faire une petite pause.